Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, c'est le chef de l'édition de Nice. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, David Nakache, président de l'association Tous Citoyens. Bonjour David Nakache, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. David Nakache, des mouvements de grève ont démarré ou sont annoncés pour les prochains jours. Les agriculteurs reprennent leur mouvement lundi et jeudi. On a appris que les syndicats de la fonction publique appellent à une journée de grève le 5 décembre. Est-ce que vous sentez monter une colère sociale dans le pays ? Il y a une réelle colère sociale pour des raisons différentes. Au niveau de la crise des agriculteurs, on a les accords Mercosur qui sont des accords européens qui vont léser les agriculteurs français et européens qui sont en cours d'être passés. Au niveau général, on voit bien que quand les Français voient que les comptes publics ne sont pas validés, que le gouvernement n'arrive pas à faire voter un budget, qu'on se rend compte que de l'argent a été, aux yeux de beaucoup, légitimement gaspillé dans des cadeaux ou dans des aides aux entreprises qui ont été faits sans exiger de contrepartie suffisante. Et que dans tous les débats parlementaires à longueur de journée, on voit que se pose la question de faire payer ou non les contribuables, les retraités, les personnes qui ont peu. Il y a une colère qui est, oui, pleinement légitime. C'est quoi ? C'est de la colère ? C'est de l'inquiétude ? C'est les deux ? Les deux, il y a une grande inquiétude. On est dans une période d'instabilité. Vous savez, la dissolution a perturbé beaucoup les Françaises et les Français. C'était le moment où on allait être en vacances d'été, les gens se préparaient, on sortait des élections européennes, les gens s'intéressent à la chose publique parce que contrairement à ce que l'on dit, les Français sont politisés ou s'intéressent réellement à la politique. D'ailleurs, il y a eu un taux de participation législative qui était très important. Et là, on a vu un président qui faisait un peu n'importe quoi. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait une dissolution. Ils ont suivi l'élan derrière le Front républicain et massivement les gens sont allés voter, y compris des personnes qui d'habitude ne vont pas voter. Et ils ont vu que ce vote n'était pas suivi des faits et que ce vote n'était pas respecté. Et alors que même s'il n'y avait pas de majorité claire à l'Assemblée, alors que la gauche était devant, la gauche n'a pas gouverné. Donc même pour des gens de droite, ça a été choquant. Et ça a créé une période d'instabilité continue dans laquelle on n'était toujours pas sorti. Le président a voulu gagner du temps avec la question des Jeux Olympiques, puis on revient derrière, un gouvernement qui tient pas, on ne sait pas. Toute cette période-là génère aussi de l'inquiétude. On a besoin de stabilité. Cette instabilité, elle est réelle en France, elle est aussi réelle au niveau international, Frédéric. Oui, David Nakache, qu'est-ce que vous inspire politiquement la victoire très large de Donald Trump aux présidentielles américaines ? Beaucoup de craintes. Beaucoup de craintes pour les Américains eux-mêmes, parce qu'il va y avoir une régression dans les droits sociaux, dans le statut des femmes, dans les expulsions de personnes migrantes, de clivages profonds au sein de la société américaine et d'inégalités qui vont s'accroître. De la crainte parce que Donald Trump et son administration, ce sont des personnes qui vont soutenir des régimes autoritaires, dictatoriaux, l'extrême droite, en Europe, Netanyahou et bien d'autres. Donc on risque d'avoir des conflits qui vont s'exacerber, s'envenimer. Donald Trump, c'est quelqu'un qui est plus partisan du droit du plus fort plutôt que du droit international. Là, on dit beaucoup de choses qu'on a l'habitude d'entendre. De façon prospective, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, politiquement, en disant, voilà, l'État, aujourd'hui, d'une grande démocratie comme les États-Unis, c'est une capacité à porter au pouvoir quelqu'un comme lui. Qu'est-ce que ça vous inspire en se disant, voilà, quels sont les grands messages qu'on doit retenir d'une élection comme celle-ci, s'il y en a ? Ça veut dire que la démocratie est capable d'elle-même de sortir de la démocratie. Vous avez des citoyens et des citoyennes qui peuvent, il n'y a pas de contestation sur l'élection de Donald Trump, comme sur celle de Giorgia Meloni ou d'autres gouvernants d'extrême droite, et on peut avoir démocratiquement un vote pour des partis d'extrême droite ou populistes qui vont en partie faire sortir leur pays des lignes de la démocratie. Ouais. Ça, c'est extrêmement inquiétant et ça nous applique à nous une vigilance supplémentaire parce qu'on sait que la France, elle aussi, peut basculer. Qu'est-ce que ça dit des attentes de l'électorat aujourd'hui, une victoire comme celle-ci ? Est-ce qu'on est complètement déconnecté en France de ce qui s'est passé aux États-Unis ou est-ce que vous pensez qu'il y a des germes très intéressant aujourd'hui à analyser dans cette victoire pour comprendre l'évolution des scrutins à venir en France? Alors, les spécialistes en parleraient mieux que moi, mais on avait auparavant quand même des profils de dirigeants qui étaient des gens qu'on estimait être compétents, qu'on estimait être formés. On a critiqué en France la République des énarques. Bon, aux États-Unis, on a des anciens acteurs comme Reagan, présentateur de télé comme Trump qui arrivent au pouvoir. On voit qu'en Europe aussi.
On bascule, nous, en France, plutôt sur un profil d'avocat d'affaires, de banquier, de gens qui étaient dans le business plutôt que dans la fonction publique ou dans les hautes études à ce niveau-là. Et on se rend compte qu'on a des personnages qui sont quasiment inconnus à un instant T et qui, 4 ans ou 3 ans après, peuvent prendre le pouvoir dans une démocratie. Et ça, c'est quand même inquiétant. Ça veut dire que la démocratie n'est jamais acquise. Que tous les fondements de notre société, de notre vie ensemble, ne sont jamais acquis, qu'on doit se battre pour les défendre. Donald Trump, il a beaucoup fait campagne contre ce qu'il appelle le wokisme. C'est un mot qui est très à la mode aussi à droite en France. Le wokisme, est-ce que c'est un fantasme d'extrême droite ? C'est pas un fantasme, c'est une construction de l'extrême droite pour saper la défense des droits de l'homme. C'est quelque chose d'assez méthodique, d'assez organisé, avec beaucoup de médias qui font couler des livres qui sortent sur le wokisme, l'anti-wokisme. Et derrière, en fait, dès qu'on va vouloir défendre les droits humains, dès qu'on va défendre les acquis sociaux, dès qu'on va défendre les libertés fondamentales de minorités, on va être mis au banc et on va être accusé. Alors en France, il y a eu les droits de l'homiste, où on essayait de dénigrer la défense des droits de l'homme. Maintenant, il y a le wokisme, une espèce de mot valise où on met tout dedans et tout à l'intérieur. Et quand on voit des personnalités comme Éric Ciotti, ou même le ministre Kasbarian qui se félicite de la désignation d'Elon Musk, se féliciter de voir Trump et son administration au pouvoir, ça veut dire qu'ils n'ont quasiment rien compris à la situation actuelle. L'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis va nuire y compris à la France, parce qu'ils vont faire un protectionnisme très dur au niveau économique par rapport aux produits européens, va nuire à la planète parce qu'ils ne croient pas au dérèglement climatique, ils vont accélérer le dérèglement climatique encore plus, donc on va avoir un mal fou à lutter ensuite contre les effets négatifs et catastrophiques et dramatiques du dérèglement climatique. Donc les personnes qui aujourd'hui plébiscitent en France l'arrivée de Trump et son administration au pouvoir aux États-Unis sont réellement inconséquents. Pour revenir en France, pourquoi, David Nakache, la gauche n'y arrive-t-elle pas ? La gauche a pensé pouvoir accéder à Matignon, ça n'a pas été le cas. Elle n'a pas obtenu de majorité depuis 2012 et l'élection de François Hollande. C'est mission impossible. Non, d'abord 2012, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On est à moins de 10 ans. Et la gauche travaille. 10 ans. Oui, pardon, 10 ans. Mais en tout état de cause, la gauche travaille. Le fait qu'on ait eu la NUPES qui se soit fondée avec un programme stable, avec un programme détaillé, y compris sur les questions de sécurité intérieure, extérieure, de politique étrangère, des choses assez pointues. Le fait que l'Union se soit reformée au moment du nouveau Front populaire, avec un programme, là aussi, solide, montre que la gauche progresse. Elle progresse nationalement, elle progresse localement. Et quand on dialogue sur les éléments de programme étayés, on se rend compte que les propositions de la gauche sont parfaitement crédibles, y compris au niveau financier. Si vous regardez ce qui s'est passé dans la bataille parlementaire récente, le rôle par exemple de quelqu'un comme Éric Coquerel, qui est France Insoumise, alors qu'on n'arrête pas de dire la France Insoumise. Président de la Commission des Finances. Voilà, après, ils bordélisent le débat, ils ne sont pas sérieux, c'est la provocation. Non, il y a beaucoup d'amendements qui ont été votés par des macronistes, par des centristes, par même des personnes de droite. On a des points de jonction et on a une vision de rétablissement des comptes publics qui est parfaitement crédible. Vous êtes optimiste, quoi. La gauche il faut l'être. La gauche est très souvent considérée comme angélique sur les questions de sécurité. Sur l'exemple du narcotrafic, quelle approche faut-il avoir ? Alors, d'abord, je pense que la première des choses, c'est de ne pas minimiser ce qui se passe, notamment à Nice. J'ai entendu le maire de Nice très récemment essayer de temporiser, de dire non, mais c'est pire à Paris, c'est pire à Marseille, c'est pire à Grenoble. Non. Le narcotrafic se déploie à Nice de façon dramatique. Il prend le contrôle de quartiers entiers. Les gens vivent dans une peur permanente. Il y a des tirs en pleine rue, il y a eu des blessés graves, des décès. Il y a eu un incendie avec des décès récemment au Moulin, un incendie criminel. Donc la situation est grave. J'ai été particulièrement choqué de l'attaque de Christian Estrosi contre le préfet des Alpes-Maritimes. Je ne suis pas moi-même un défenseur du préfet et avec notre association, on a dû souvent batailler au tribunal administratif contre les décisions des préfets successifs. Donc, on n'a pas d'angélisme par rapport au préfet. Pour autant, face à un développement aussi grave, un phénomène aussi grave que celui du narcotrafic, il faut faire front commun. Il faut que tous les acteurs agissent ensemble pour essayer de limiter au maximum le développement du narcotrafic. Quand on a le maire de Nice, qui est lui-même OPJ dans les textes, officier de police judiciaire, qui va dire « changez-moi ce préfet, il est incompétent », ça veut dire qu'il dit aux policiers nationaux qui travaillent à Nice « votre patron est incompétent » et il déstabilise l'autorité de l'État localement. Mais concrètement, qu'est-ce que prône la gauche
dans la lutte contre le narcotrafic, le trafic de drogue? Il y a des choses qu'on peut faire au niveau national et au niveau local. Oui. Malheureusement, l'essentiel est au niveau national. D'abord, il faut une police de proximité, mais une police de proximité nationale. Ce n'est pas les municipaux qui doivent être les premiers en arrivant sur les faits délictueux. Donc, une police de proximité nationale. Il faut renforcer la police d'investigation. Depuis 8 à 9 ans, dans les budgets nationaux, on appauvrit la police judiciaire qui mène les investigations pour démanteler les réseaux, et on renforce la BAC ou les CRS, donc l'intervention pour le maintien de l'ordre, au détriment de l'investigation. Il faut impérativement redonner des moyens supplémentaires à la police judiciaire. En même temps de ça, il faut prendre tous les éléments qui permettent d'affaiblir les trafiquants. Ils font ça pour du business, ils font ça pour de l'argent. Concrètement, il faut dépénaliser le cannabis. Clairement, ça veut dire que si vous avez dans un secteur donné, alors que ce soit à Nice, Marseille, Grenoble, peu importe, mais 30%, 40%, voire 50% du trafic qui est lié au cannabis, et qu'on va dépénaliser le cannabis, on va leur retirer une partie de leurs revenus, une partie de leur business, et ça va les affaiblir. Et tout ce qui peut affaiblir les narcotrafiquants doit être mis en œuvre. Il faudrait utiliser bien évidemment cet argent pour des questions de santé publique, pour accompagner les personnes qui sont en toxicomanie, parce que on parle toujours du narcotrafic sous l'aspect sécurité, mais jamais sur les conséquences par rapport aux consommateurs et par rapport aux personnes qui tombent dans la dépendance et par rapport à ça. C'est assez paradoxal de souligner ça et de prôner la légalisation du cannabis. La dépénalisation. Non, parce qu'en réalité, les policiers eux-mêmes et les syndicats de police vous disent que parfois, 40 voire 45% de leurs actions quotidiennes, c'est uniquement par rapport au cannabis. Et que si on leur retirait cette tâche-là, ils auraient le temps de s'attaquer aux réels trafiquants, de remonter les filières ou drogue dure. On a vu que la prohibition sur l'alcool ne marchait pas dans le passé aux États-Unis ou ailleurs. On est revenu sur une position différente. Donc, il y a des consommations de produits qui mènent à des décès, comme le tabac, comme l'alcool, qui sont contrôlés par l'État. Le cannabis peut entrer dans ce giron-là pour laisser plus de temps et de moyens humains à la police pour lutter contre les drogues dures, et en même temps pour, entre guillemets, couper l'herbe sous le pied et retirer une partie de leur business aux narcotrafiquants. Et vous n'êtes pas pour davantage de répression contre la consommation, alors de... Il faut en mesurer les effets. Pour l'instant, il n'y a pas d'études, en tout cas moi je ne suis pas spécialiste de la question, mais je n'ai pas vu d'études qui démontraient que plus de répression sur les consommateurs faisait baisser la consommation réellement. La question du tarif, quand c'est dépénalisé, par exemple pour le tabac, quand on a augmenté le tabac, on a vu que ça avait réellement un rôle sur la baisse de la consommation. Mais pour ça, il faut que ce soit dépénalisé et qu'on contrôle les prix. Bien sûr. Tant qu'on ne les contrôle pas, l'augmentation de tarifs ou la répression n'a pas réellement d'effet. Juste un mot, il y a quand même des exemples. L'Allemagne vient de dépénaliser, plusieurs pays comme le Canada le font. On va voir que ça vient de faire. Voilà, il va falloir voir ce que ça donne, mais il y a des villes comme la ville de Strasbourg qui s'est proposée pour être volontaire, pour expérimenter la dépénalisation. Nice pourrait très bien le faire. D'accord. On va reparler de politique. Vous venez du Parti Socialiste à l'origine. Vous me disiez avant l'émission que vous avez quitté à peu près en 2015. Est-ce que vous appartenez à un parti aujourd'hui ? Non. Est-ce qu'il y a un parti, est-ce qu'il y a une personnalité dont vous vous sentez le plus proche ? Écoutez, moi je fais partie au niveau local du Rassemblement Citoyen Viva. On avait porté une liste aux dernières élections municipales qui était portée par Mireille Damianon. On continue à tous travailler ensemble. Les différents partis membres du nouveau Front Populaire se parlent. Ouais. Mais pour qu'on comprenne un peu politiquement où est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui, est-ce qu'il y a un parti au plan national, est-ce qu'il y a une personnalité au plan national dont vous vous sentez particulièrement proche ? S'il y avait un parti dans lequel j'étais à 100% en adhésion, j'y aurais adhéré. Vous y seriez. Voilà. Mais à titre personnel, j'ai besoin d'une forme d'indépendance. Je me retrouve très bien dans l'engagement citoyen et dans le fait que, en tant que citoyen associatif, on puisse prendre la parole dans le débat public et intervenir localement dans les médias comme maintenant ou sous d'autres modalités. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière en étant forcément adhérent d'un parti uniquement dans cette militance-là. Il faut rester assez ouvert et assez disponible avec l'ensemble des acteurs locaux qui portent une forme de résistance au système que l'on subit. Dans l'engagement citoyen que nous avons à l'association Tous Citoyens, les personnes qui hébergent chez elles des jeunes migrants qui sont à la rue, elles résistent à un système qu'elles estiment inhumain et anormal, et elles font un acte citoyen fort. Voilà, tout ça c'est extrêmement lié, et je ne voudrais pas séquencer l'engagement citoyen associatif de politique. Je suis encarté nulle part. Je suis un des acteurs, comme beaucoup d'autres, de la politique locale et des enjeux citoyens locaux, et on progresse, on avance, et j'ai bon espoir qu'on y arrive.
Un mot sur l'extrême droite. On parle beaucoup du procès des assistants parlementaires du Rassemblement national. Est-ce qu'une éventuelle condamnation de Marine Le Pen, suivant les réquisitions du parquet, pourrait poser un problème démocratique, comme certains le soulèvent, notamment Gérald Darmanin? En ce qui concerne l'inéligibilité, Je pense que c'est la non-condamnation qui serait un problème démocratique. Vous avez le législateur qui a prévu que dans certains délits, quand vous avez des élus qui eux-mêmes ont des délits qui concernent la probité de leur action d'élu, l'inéligibilité doit être automatique. Bon, la loi est là, elle doit s'appliquer. À partir de là, la question qui se pose, c'est celle de l'exécution provisoire de la décision. Ça veut dire que si elle est condamnée en première instance, quand bien même elle fait valoir son droit d'appel comme tout justiciable, elle ne pourrait plus aller siéger. La question qui se pose, c'est: vous avez une dame, Marine Le Pen et d'autres élus, qui iraient au Parlement décider du sort de la France, alors qu'ils sont sous le coup d'une condamnation en première instance pour des délits liés à la corruption, enfin d'atteinte à la probité. Est-ce que leur prise de décision à ce moment-là serait légitime pour la France? Le législateur a estimé que si on est condamné pour des faits d'atteinte à la probité en tant qu'élu, on a manqué à ses devoirs d'élu alors qu'on a un devoir d'exemplarité en tant qu'élu et que la loi est la même pour tous, on ne préside plus au destin de la France. On est suspendu de ses fonctions et si jamais la condamnation est confirmée en appel ou en cassation, elle devient définitive. Donc vous trouvez ça logique? Moi je trouve ça pleinement logique et je pense qu'on ne lutte pas assez contre la corruption en France et dans les Alpes-Maritimes et à Nice en particulier. On a des successions d'affaires. Il y a encore une perquisition hier dans les bureaux de la ville de Nice. Je pense à un moment donné qu'il faut rappeler des faits. Vous savez, moi je suis fonctionnaire dans la fonction publique territoriale. Si on a un casier judiciaire qui n'est pas vierge, on ne peut pas devenir fonctionnaire. Pourquoi des élus qui ont un casier judiciaire pourraient être élus? On doit avoir des règles de probité égales pour tous. Il faut établir une exemplarité des élus. Vous évoquez des affaires pour lesquelles il n'y a pas eu de condamnation pour le moment. Mais vous me dites si jamais elle est condamnée. Donc je vous dis... Alors, je parle des affaires que vous évoquez, des affaires locales que vous évoquez. Oui, pour le moment, il n'y a pas encore de condamnation. Je pense que, vu la gravité de certaines affaires, on aura forcément des condamnations qui vont venir. On en reparlera. Est-ce qu'il faut laisser le gouvernement actuel aux affaires ou est-ce qu'il faut précipiter sa chute, selon vous? Des motions de censure ont été déposées par les membres du Mouvement populaire parce qu'ils estiment que le gouvernement n'est pas légitime puisqu'il ne fait pas suite à une majorité obtenue à l'élection. Le parti DLR dont est issu Michel Barnier était très loin derrière et n'a pas gagné d'élection. Donc je pense qu'il n'est pas légitime à gouverner. Pour faire quoi derrière ? Eh bien, normalement, il faudrait que le président de la République demande à la gauche de nommer un Premier ministre, de proposer un Premier ministre. Ouais. Vous attendez une dissolution de l'Assemblée nationale avec impatience ? Non. Là, si vous voulez, le pays est déjà suffisamment instable. Si jamais le gouvernement tombe, il tombera et le jeu démocratique suivra. Je ne suis pas au Parlement. Je fais confiance aussi aux parlementaires de gauche que je soutiens pour voir si les motions de censure sont fondées ou pas, ou s'il faut arrêter d'en déposer. Mais c'est certain que ce gouvernement actuel n'est pas légitime. Vous présidez, David Nakache, l'association Tous Citoyens. Quel est l'objet de cette association ? C'est une association qui favorise l'engagement citoyen. Pour que les gens ne restent pas indifférents, les gens se mobilisent. Donc au début, on faisait beaucoup de cafés-débats, de conférences, d'éducation populaire, de mobilisation citoyenne sur des sujets de mobilisation locaux. Et est arrivée la question de personnes migrantes qui étaient en bas de chez nous en détresse, que personne n'aidait, notamment des mineurs non accompagnés. On a fait un point avec beaucoup d'associations qui nous ont dit sur les demandeurs d'asile, sur les familles, il y a tel dispositif, il y a telle association qui s'en occupe. Sur les MNA, les mineurs non accompagnés, on n'a personne. On a commencé à les aider, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai vide juridique et que ce sont des jeunes qui ont des droits. Une fois sur deux, quand on va au bout de la procédure, on arrive à prouver qu'ils sont mineurs, à les faire intégrer dans un foyer, à avoir des cours, à apprendre un métier, plus tard une carte de séjour et s'intégrer en France. Ce sont des jeunes qui bossent, les patrons sont très contents de ces apprentis-là, et on se rend compte qu'on ne leur laisse pas le temps, et qu'il y a une entrave aux droits de ces personnes migrantes, et donc on a créé un mini réseau d'hébergeants avec des familles qui hébergent les jeunes, le temps de procédure au tribunal pour prouver qu'ils sont mineurs, avec des avocats qui vont les aider au tribunal pour enfants, à la cour d'appel, parfois en cassation, et on arrive à rétablir les droits de ces personnes dont les droits ont été bafoués. D'après la préfecture, il y a beaucoup moins d'entrées sur le territoire depuis quelques mois. La situation s'améliore vraiment ? Alors non, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est on a moins d'entrées, à quel prix ? Il y a 3 fois moins d'entrées à la frontière de passage à la frontière franco-italienne que l'an dernier à la même époque. En réalité, l'Italie a passé avec l'Union européenne des accords avec la Tunisie, avec la Libye, pour que ces pays retiennent les migrants.
Ce sont des accords extrêmement dramatiques. Parce qu'on a, alors d'abord au niveau des gardes-côtes libyens, ils vont tirer sur les embarcations de migrants qui partent. Donc on a maintenant un rapport de l'ONU qui le dit, donc il y a des migrants qui sont dans les bateaux, sont coulés, qui font naufrage, qu'on arraisonne et qu'on ramène en Libye avec beaucoup de décès et de blessés. En Tunisie, on a des récits qui sont extrêmement inquiétants. Donc d'abord, la plupart du temps, les migrants partent de la ville de Sfax, ils sont raflés par les forces de l'ordre tunisiennes et ils sont déportés dans le désert libyen. On découvre des charniers, il y a des gens qui sont lâchés dans le désert et qu'on va dépouiller pour extorquer des fonds. Et on a des témoignages de viols systématiques de femmes subsahariennes par des forces de l'ordre tunisiennes. Et toutes ces exactions-là sont commises sous l'égide de Frontex, de l'Union européenne et des accords bilatéraux. Et Michel Barnier, quand il est venu à Menton il y a quelques semaines, il a dit que la France allait passer le même type d'accord avec la Tunisie et avec la Libye. Donc on est extrêmement inquiet. On ne peut pas laisser commettre des exactions de ce type au nom de la France. Vous apparaissez comme une des chevilles ouvrières de Viva à Nice. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce collectif qu'on a vu apparaître lors des élections municipales de 2020 ? Un collectif citoyen qui était aux dernières élections et qui est toujours soutenu par des forces politiques. Donc c'est des citoyens avec une liste où on avait moitié de personnes qui étaient encartées, comme on dit, dans des partis politiques, moitié de personnes comme moi ou comme Mireille Damiano qui ne sommes dans aucun parti, et des partis politiques qui soutenaient cette liste citoyenne. On a continué à travailler, vous savez que généralement, on arrive à mobiliser pendant la période d'élection. Après, c'est beaucoup plus dur de le faire les années suivantes. On s'est mobilisé sur des sujets forts, notamment sur la gratuité des transports en commun à Nice, sur l'encadrement des loyers, sur le risque d'inondation du Paillon, sur le refus de l'extension de l'aéroport à Nice. Sur des sujets forts où il a fallu documenter, travailler, amener des arguments. Et ça permet de dialoguer, y compris avec des personnes de droite, d'extrême droite, libérales, qui n'ont pas du tout la même matrice idéologique que nous, parce qu'on est sérieux sur les dossiers, parce qu'on travaille et qu'on parle du quotidien. Donc Viva, c'est une des forces démocratiques de la ville de Nice qui arrive à dialoguer sur des sujets concrets dans la ville pour changer le quotidien des Niçoises et des Niçois. Christian Estrosi est maire depuis 16 ans. Est-ce que son bilan est entièrement négatif ? Entièrement non. Tous les maires ont des aspects positifs, quels qu'ils soient, heureusement. Hein. On est parti de très très loin. Quand Christian Estrosi est arrivé, on est arrivé au niveau finances publiques, au niveau déploiement urbain. Il y avait à peine la ligne 1 du tram qui avait été faite par Perra et qui a été inaugurée par Estrosi, mais on était très très en retard. Type coulée verte, type voilà, tous ces développements urbains-là. C'est amélioré et on rattrape petit à petit le retard par rapport à d'autres villes qui sont déjà avec 6, 8, 9 lignes de tram, avec des parcs urbains beaucoup plus importants. Donc il y a un rattrapage. Par contre, il y a des écueils lourds. Ouais. On a dans Nice une misère sociale qui se déploie. On a une crise du logement majeure. Aujourd'hui, un Niçois sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. C'est pas juste un chiffre qu'on répète comme ça à chaque interview, c'est une réalité. Ça veut dire que derrière la carte postale, il y a une grande misère et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grand plan de lutte contre la pauvreté dans la ville de Nice. Il n'y a pas le maire de Nice qui dit les chiffres sont alarmants, d'année en année le nombre de personnes pauvres augmente, on va faire un grand programme de lutte. Un des postes budgétaires qui prend le plus dans le budget quotidien mensuel des familles, c'est le logement. Aujourd'hui, on n'a que 14% de logements sociaux, on n'arrive pas à en produire. Donc la métropole, elle pond des plans locaux de l'habitat régulièrement. Elle dit on va produire 1700 logements, puis ensuite non, on va passer à 2800 logements. Elle arrive à produire que 700-750 nouveaux logements par an, ce qui est largement insuffisant. Ça veut dire quoi ? Il y a des familles à la rue, il y a des familles en squat, hébergées chez les voisins, les amis, la famille. Des enfants qui dorment dehors. Les places d'hébergement sont largement insuffisantes et le système est saturé. On a à peine 50 places d'hébergement pour les femmes SDF, qui sont une population très particulière, qui subissent beaucoup de violences et de violences sexuelles dans les rues de Nice, la nuit, qui ont très peur. Donc on est vraiment carencé en termes de dispositifs sociaux, d'urgence. Et il n'y a aucune place qui se libère dans le logement social, parce que les familles qui sont en logement social, qui devraient pouvoir en sortir pour libérer une place pour les personnes qui sont en 115, elles ne peuvent pas parce que la marge du logement privé est beaucoup trop haute. Quand vous êtes en logement social avec une famille de 4 personnes, vous ne pouvez pas prendre un loyer dans le privé. Les loyers ne sont pas encadrés, la course folle continue. Il y a toujours une augmentation des loyers dans la ville de Nice et on n'a pas créé du logement social, très social, accessible pour ces familles en hébergement d'urgence et ensuite du logement encadré à loyer modéré dans le privé, accessible pour les personnes qui sont en logement social. Donc tout est saturé, c'est une question de vase communicant. Et aujourd'hui, on a l'impression d'une forme d'inertie de la part du maire de Nice sur cette question. Une forme de déni de la majorité.
Vous leur parlez de misère grandissante dans la ville, ils ne veulent pas entendre parler. Ils parlent de l'attractivité, de tel sommet, de tel événement, l'événementiel permanent. Alors on a le Tour de France, on a Ironman, on a ceci, on a ça. C'est très bien. Mais la misère des Niçois qui vivent dans la ville. Il n'y a pas de ruissellement, quoi. Hein. Il n'y a pas de ruissellement là non plus. Ah non, il n'y a pas de ruissellement, mais surtout là, on a une inertie complète sur plusieurs mandats en matière de dispositifs sociaux. Et là, c'est très grave. Si Éric Ciotti était élu maire de Nice en 2026, ça serait pire? Je pense. Alors, si vous voulez, c'est difficile à dire, parce qu'entre la droite extrême de Christian Estrosi et l'extrême droite d'Éric Ciotti, il n'y a qu'une différence de degré, il n'y a pas de différence de nature. Hein. On est sur un continuum de droite extrême et d'extrême droite. On a vu que quand Éric Ciotti était à la tête du département, sa première motivation, c'était d'aller traquer les bénéficiaires du RSA, qui étaient tous supposés des fraudeurs potentiels, plutôt que de les aider. Donc en matière de dispositif social, on a plus un Éric Ciotti qui voulait traquer les méchants fraudeurs du RSA. De l'autre côté, on a un Christian Estrosi qui va traquer les SDF, et dès qu'il y a un camp de migrants au port, on va le démanteler. Un camp de migrants vers la préfecture, on va le démanteler. Les gens se cachent, ils ne savent plus où se mettre. Ils se réfugient devant une église, l'église du Vœu. Là aussi, il faut les traquer pour les chasser. Et quand, de guerre lasse, les personnes, à force d'être traquées par les policiers municipaux et les attaques du maire de Nice, se mettent sous les douves du paillon, on se rend compte qu'ils se mettent en danger. S'il y a une inondation, s'il y a une augmentation des eaux, ils sont en danger. L'alternative possible en 2026, ça peut être la gauche. Toutes les sensibilités de gauche à Nice appellent à l'union. Je sais que c'est votre cas aussi. La concrétisation a-t-elle vraiment commencé? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez ensemble pour y arriver? Alors déjà, on n'a personne à gauche qui se dit opposé à une liste commune au municipal. C'est un premier pas. On a eu beaucoup de déclarations et de communiqués de presse des différentes forces politiques qui ont appelé à l'union. Maintenant, il faut passer à la phase opérationnelle. C'est ça. Est-ce qu'on y est? Alors, on commence. Moi, j'aimerais à titre personnel qu'on aille plus vite, mais on commence et on se parle et on commence à travailler. Et je pense qu'il faut vraiment avoir une liste unique de la gauche et de l'écologie aux élections municipales. On doit sortir la ville de Nice et les habitants, le destin de la ville, d'un duel Estrosi-Ciotti, droite extrême, extrême droite. Ça, c'est impératif. Et il faut travailler à une réelle alternative pour le quotidien, que ce soit au niveau social, au niveau environnemental, au niveau économique, où il faut moins dépendre du tourisme. On a une surdépendance au tourisme actuellement qui risque vraiment de nous coûter très cher dans la ville de Nice. Il faut une vision d'ensemble. Et aujourd'hui, on a les moyens, à gauche, de créer une alternative. Est-ce que c'est judicieux de faire primer la constitution d'un programme sur la désignation d'une personnalité pour emmener cette liste? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'en 2026, ça va jouer sur des personnalités, ça va jouer sur Éric Ciotti, sur Christian Estrosi. Est-ce que face à ça, une liste de gauche qui aura un programme peut-être formidable, mais sans personne forte pour l'incarner? La liste aura forcément une ou un candidat. Simplement, on est aujourd'hui fin 2024. On peut très bien désigner un candidat courant 2025 et le faire connaître à ce moment-là. Mais il faut d'abord une base solide. On ne prend pas les habitants pour les idiots. Hein, d'accord, le culte du chef suprême, de l'homme qui arrive providentiel à la Trump, ou de la personnalité qui va résoudre tous les problèmes. C'est important en politique quand même, l'incarnation. Oui, mais vous savez aussi... La politique, c'est de l'humain. Il y a beaucoup de Niçoises et de Niçois qui, justement, en ont assez du mythe de l'homme providentiel, du culte de la personnalité, des égos des politiques qui font tout pour arriver et qui sont pour eux des arrivistes. Il faut sortir de ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas voter aujourd'hui parce qu'elles sont dégoûtées du système politique actuel et on veut leur montrer une autre manière de faire de la politique. Pour finir sur cette question, le 12 octobre, un des 3 opposants écologistes actuellement au conseil municipal de Nice était l'invité de cette émission. Je vous propose de regarder un extrait. Qui serait la meilleure tête de liste pour mener cet attelage de gauche et écologiste à Nice? Moi, je pense que la meilleure tête de liste, elle doit nécessairement être quelqu'un qui maîtrise parfaitement les dossiers niçois, donc quelqu'un qui siège aujourd'hui au conseil municipal. D'accord, donc un de vous 3. Si c'est quelqu'un qui siège dans mon groupe, ça m'irait bien. Voilà, effectivement, c'est l'idée que j'ai, c'est que un des 3 élus actuels pourrait... Vous, par exemple? Pourquoi pas, mais vous savez, nous, on n'est pas obsédés par... l'homme ou la femme providentielle à gauche. Nous, ce qui importe, c'est surtout le collectif. Et je pense que c'est surtout la stratégie de la liste qui va conditionner le choix de la tête de liste et pas l'inverse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça doit être un des 3 élus sortants qui doit tenir la liste? C'est une des propositions que fait Jean-Christophe, qui est sur la table et qui sera discutée. Il y a d'autres personnes qui pensent que c'est quelqu'un du Parti communiste, ou du Parti socialiste, ou alors de la société civile. Nous verrons. Toutes les pistes sont légitimes, toutes les propositions sont légitimes et doivent faire l'objet d'un débat commun. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de Nice,
quand on parle des dysfonctionnements structurels profonds de cette ville, des inégalités, du risque de dérèglement climatique, enfin, je veux dire quand même, on a eu quasiment, je crois, une vingtaine de décès à Biot en 2015, on a eu 18 ou 19 décès portés disparus à la tempête Alex, côté français, il y a aussi le côté italien en plus. La réalité du dérèglement climatique, elle est là. Aujourd'hui, on voit que ni Eric Ciotti ni Christian Estrosi n'ont dans leur logiciel de pensée un prisme de lecture et de développement urbain et de la réduction des pollutions qui permet de lutter contre ça. Donc les enjeux sont lourds à Nice. On a réellement un chantier important et les Niçoises et les Niçois dialoguent avec nous. Quand bien même ils sont d'autres bords politiques, quand on parle de choses sérieuses, quand on en parle sérieusement, les gens viennent, sont intéressés, dialoguent et là émerge quelque chose d'important qu'on va développer pendant toute cette période pour vraiment proposer une alternative crédible aux élections municipales prochaines. Alors, la gauche peut-elle vraiment l'emporter à Nice? La question a inspiré Tristan Gasparot pour son micro-trottoir de la semaine. On regarde. David Nakache, bonjour. Nous sommes à 1 an et demi des élections municipales 2026. On parle beaucoup de Christian Estrosi ou d'Éric Ciotti comme candidats, mais les Niçois souhaitent-ils peut-être voir la gauche passer? Je vous laisse les écouter. Alors si je dois vraiment donner mon avis, non. Parce que voilà, c'est pas mon parti et j'estime qu'avec tout ce qui se passe en ce moment en France, ce serait bien d'avoir un parti un peu plus caractériel. Clairement non. Pourquoi? Parce que ça correspond pas à mes convictions politiques. Donc je pense qu'on a un sentiment un petit peu d'insécurité qui est naissant dans la ville de Nice. Et je ne pense pas que les préconisations faites par la gauche aujourd'hui correspondent à ce que les Français attendent en termes de sécurité. Et pourquoi pas? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'alternance politique, donc ça nous ferait peut-être un petit peu de bien de changer et de voir de nouvelles idées émerger. Ça dépend de la gauche, parce que selon la manière dont c'est géré, selon les politiques publiques qui sont mises en avant, c'est pas toujours la meilleure chose. Alors que vous inspirent ces réflexions, David Nakache? Le chantier est ouvert et est devant nous. Il faut dialoguer avec les personnes. Moi, la plupart du temps, quand on fait un tractage, quand on va voir les gens, quand on est sur action, on a des gens qui, a priori, sont défavorables à la gauche. Et quand on dialogue avec eux, très souvent, ils changent d'avis. Donc, la chose est tout à fait possible. Vous savez, aux dernières élections législatives, j'ai accompagné Olivier Salerno dans sa campagne. Il avait l'étiquette France Insoumise. Donc, il y avait beaucoup de personnes. Oh là là, les dangereux de la France Insoumise, antisémites, ceci, cela, etc. Quand ils ont parlé avec Olivier ou avec les personnes de l'équipe, ils se sont rendus compte qu'on était parfaitement raisonnable, qu'on était parfaitement ouvert et sensé. Et même ces débats chez vous ont démontré qu'il y avait une vraie vision des intérêts profonds de la ville et du pays. Et quand on dialogue, les lignes bougent. Et on est là pour dialoguer justement avec toutes celles et tous ceux qui auraient une image défavorable a priori de la gauche. Alors avant de terminer, on va passer à la question perso. Frédéric Maurice. David Nakache, vous ne cachez pas être issu d'une famille juive, je ne sais pas si vous êtes pratiquant ou pas, ça ne me regarde pas. Est-il injuste selon vous d'accuser la France insoumise de souffler sur les braises de l'antisémitisme? Oui, il y a une très grande confusion qui est faite actuellement. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire la part des choses, mais à plusieurs niveaux. Entre le fait d'être juif, le fait d'être sioniste, le fait d'être partisan du gouvernement Netanyahou. Moi, je suis juif, je suis opposé à la politique de Benyamin Netanyahou. Et beaucoup le sont, alors, de juifs dans le monde et d'Israéliens en Israël qui manifestent contre Benyamin Netanyahou. Donc, quand vous avez une explosion des actes antisémites en France, après le 7 octobre, on est à plus 192% en un an, ce qui est démentiel, d'augmentation d'actes antisémites, principalement concentrés dans les 2-3 mois qui suivent le 7 octobre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes, parce qu'ils sont choqués, ils ont raison de l'être, parce qu'il se passe à Gaza et des bombardements qu'il y avait et de la répression israélienne sur Gaza, ont pensé que pour défendre la cause de Gaza, il fallait s'en prendre à tous les juifs du monde, et y compris en France. Donc ces personnes-là n'ont pas fait la part des choses entre une personne juive, une personne israélienne, une personne sioniste. Est-ce qu'il n'y a pas des discours en France? Et je termine, parce que je voudrais vraiment dire aussi ce point. Cette grande confusion, elle est du côté des personnes qui font des actes antisémites en pensant lutter ainsi contre Israël, c'est deux choses complètement différentes, mais elle est aussi du côté des pouvoirs publics au niveau national ou au niveau local, la mairie de Nice, où on part du principe que toute personne qui critique la position de Netanyahou est antisémite. Ce qui n'est pas le cas. Moi, je suis juif, je ne suis pas antisémite, et pourtant, je critique Netanyahou. Donc, il y a une forme de manichéisme à tout niveau qui crée de la confusion et qui
accentue le danger sur les personnes juives. Mais on ne peut pas nier les positions pour le moins ambiguës de certains élus insoumis. Alors, moi, j'ai regardé les déclarations, les unes après les autres. J'ai été en désaccord profond avec Jean-Luc Mélenchon quand il parlait d'un antisémitisme résiduel. J'ai pas vu de déclaration antisémite de la part d'élus, enfin, clairement antisémites. On a des actes antisémites en France et on a des condamnations. À Nice, on a une personne qui était dans les manifestations du samedi après-midi pour lutter contre contre ce qui se passe en Palestine, Amira Zaïter, qui a été condamnée. Je pense que c'est normal qu'elle ait été condamnée. Je pense que tout acte, toute parole, même sur X ou Twitter, antisémite, doit être sévèrement condamnée. Et je tiens à dire à ce sujet-là que nous, à gauche, et parmi les défenseurs du droit international, de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, de la protection des civils israéliens, gazaouis, libanais, il n'y a pas de place pour l'antisémitisme et nous sommes extrêmement vigilants. Amira Zaïter, c'est quelqu'un avec qui nous avons toujours refusé de co-organiser des manifestations. Le collectif pour une paix juste et durable qui organise les manifestations samedi après-midi n'a jamais rien co-organisé avec elle. Elle a cofondé une association de Nice à Gaza dont elle a été exclue en mars ou en avril, donc bien avant sa condamnation pénale, parce qu'ils l'ont trouvée trop radicale et que ça n'allait pas. Donc nous faisons la part des choses et nous sommes extrêmement vigilants. Je tiens à le dire et à le redire. Il n'y a pas de place pour l'antisémitisme dans la lutte pour les droits de l'homme et pour le respect des droits humains. C'est très clair. Merci beaucoup David Nakache, merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne journée à tous.